Un sommet international sur les victimes de violences religieuses et ethniques au Moyen-Orient, organisé à Paris. Cette rencontre insiste sur le sort des chrétiens dans cette région et des minorités. Leur exode massif vient amplifier l'afflux des réfugiés vers l'Europe. Alors, quelles actions concrètes pour leur venir en aide? Nous évoquerons aussi la polémique autour de leur accueil privilégié par rapport aux autres réfugiés. Et on en parle avec nos invités ce soir. Barry Zakari, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes sénatrice socialiste de Paris. Avec nous, Bruno Retailleau, bienvenue. Bonsoir. Président du groupe Les Républicains au Sénat. Nous accompagne Jean-François Colosimo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien des religions, auteur du livre Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient, c'est chez Fayard. Et à notre compagnie, Patrick Caram, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la coordination des chrétiens d'Orient, le Credo, et vous intervenez à ce titre, ce soir je le précise, vous êtes également conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France. Alors messieurs, madame, avant de parler de ce sommet international autour notamment des chrétiens d'Orient et des minorités, Bruno Retailleau, sur ce sujet majeur, la droite offre un visage divisé, tout comme d'ailleurs sur le sujet lié de l'intervention en Syrie. Comment, dites-nous comment, sur des thèmes aussi importants, votre famille peut-elle se permettre une telle désunion? Sur quel sujet vous voulez m'interroger? Sur le sujet des réfugiés, sur le sujet des chrétiens d'Orient? Ils sont liés, vous le savez bien. Pardon? Ils sont liés, vous le savez bien. Écoutez, non, je trouve que la division aujourd'hui, Dieu sait si ma famille politique a souffert de division, mais je la trouve plutôt dans d'autres partis. En tout cas, ce qui est clair, c'est que beaucoup reconnaissent que en Irak, en Syrie, il y a un problème. Je pense qu'il y a les réfugiés. Je pense que les réfugiés, on a un droit d'asile, et le droit d'asile, c'est sacré en France. Simplement. Pour que ce droit d'asile puisse être effectif, il faut en même temps être ferme. Tous les signaux qu'a donné le gouvernement depuis 2012, les 2 circulaires de Manuel Valls, qui ont assoupli les conditions de naturalisation, les conditions de régularisation, le fameux 30 €, le droit de timbre, vous savez, pour l'aide médicale d'État, sont des signaux qui sont des signaux de manque de fermeté, y compris sur le droit d'asile, qu'on a ici, le texte est venu... Vous pouvez nous préciser comment un droit d'asile peut être ferme? C'est un droit d'asile ou pas? Parce que le droit d'asile, il y a des persécutés, il y a des conditions, et malheureusement, d'ailleurs, la Cour des comptes, sur 65 000 qui demandent le droit d'asile, vous en avez 15 000 à peu près par an qui peuvent obtenir ce droit d'asile, et ce qu'on appelle les déboutés, moins de 5% se reconduit à la frontière. Donc il faut faire très attention. Et ce que j'ai constaté, nous étions à une conférence, un certain nombre d'entre nous ici ce matin, j'ai entendu un certain nombre, comment dirais-je, notamment le patriarche Jean-Louis Sacco et d'autres voix, ministre des Affaires étrangères, dire attention. Ce que veut faire Daesh, c'est vider cette région-là de ses minorités, des chrétiens d'Orient. Donc il faut à la fois être humain et accueillir ceux qui sont vraiment persécutés, mais distinguer entre l'immigration économique, ceux qui n'ont pas droit au droit d'asile. Non, c'est très simple, il y a la loi. Il faut simplement, mais il faut avoir de la fermeté, de la volonté. Barry Zakari. Fermeté, volonté, est-ce que ce sont les 2 pieds sur lesquels votre gouvernement marche également? Je pense aussi fermeté parce que je pense que nous sommes, comment dire, là il y a une situation exceptionnelle. À situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Je pense qu'on ne peut pas en ce moment, pouvoir dire on fait le tri entre quelqu'un qui serait un demandeur d'asile et quelqu'un qui serait un réfugié économique. Pour le moment c'est difficile. Donc accueillons les gens, voyons. Et puis après, s'il faut prendre d'autres dispositions, prenons-les. Mais pour le moment, il faut être à la hauteur de nos valeurs, je pense, et ne pas faire de tri, et notamment ce débat sur certains maires qui souhaitent n'accueillir que des chrétiens. Alors on va en parler. Que ça, c'est quand même indigne. On va en parler, mais je voudrais d'abord avoir la vision de Jean-François Colosimo et de Patrick Caram. Selon vous, et sans rentrer dans les débats politiques ni politiciens, est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, au-delà des clivages partisans, a vraiment une vision cohérente d'ensemble sur ces sujets majeurs? Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a une vision très cohérente. Simplement, il n'est pas à Paris, il est à Rome. C'est le pape François, oui. N'est-ce pas, qui s'est rendu très tôt à Lampedusa et qui a véritablement expliqué que la mer Méditerranée, qui est une mer de civilisation, qui est cette mer dans laquelle s'est joué le sort des 3 monothéismes, juifs, chrétiens, musulmans, qui quand même, cette mer qui a façonné le monde, pour grande partie, il faut le dire, n'est-ce pas, bien sûr, eh bien, elle ne peut pas devenir un cimetière. Dans l'indifférence des populations riches qui l'abordent d'un côté,
par rapport aux populations pauvres qu'il aborde de l'autre et qui sont en plus soumises, évidemment, ces populations, à la terreur. Bon, cela dit, une fois que l'on a dit ça, la véritable question, c'est que, d'abord, évidemment, il y a un côté affligeant pour nous, Français, de voir des Allemands accueillir, n'est-ce pas? Certainement, parce que on fait... Affligeant affligeant pour nous, Français, parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme, parce que nous avons porté ces idéaux, et que peut-être les Allemands ont effectivement fait bénéfice d'une histoire particulièrement douloureuse, mieux que nous, finalement, de nos certitudes triomphantes. Mais c'est assez affligeant de voir que des Allemands se précipitent pour rencontrer des familles, alors que nous-mêmes, nous sommes dans la défiance. Il y a quelque chose, effectivement, de malsain dans toute cette atmosphère. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup que le gouvernement socialiste en profite, n'est-ce pas? Ni que, finalement, la droite y trouve des rassurances sur ce problème. On est au-delà de ces enjeux. C'est un problème de France. Je vais vous laisser c'est quoi la répondre, France sans la générosité? Patrick Aram, je vais vous laisser répondre. Je voudrais juste insister sur un chiffre entre la France et l'Allemagne. François Hollande, on le sait, a annoncé 24 000 réfugiés sur 2 ans. Et puis, il y a eu quand même un communiqué ce soir de vice-chancelier SPD, c'est Sigmar Gabriel, un communiqué qui est passé inaperçu, mais qui évoque le chiffre, entendez bien, d'1 demi-million de réfugiés par an sur de nombreuses années en Allemagne. Quelle générosité, on veut dire. Est-ce que c'est réaliste? C'est l'intérêt économique de l'Allemagne. D'abord, démographiquement, du point de vue de la démographie, ils sont sur la pente descendante. Ils vont manquer de 20 millions de bras d'ici 50 ans. Ils ont donc besoin d'avoir une immigration forte. C'est un pays qui est en pleine croissance économique. Mais revenons sur la question des ce qu'on appelle aujourd'hui pas les migrants, mais les réfugiés. Ces réfugiés, vous les voyez aujourd'hui dans tout le pourtour de ces pays en guerre et parfois à l'intérieur de ces pays, ce sont des déplacés, ils sont plusieurs millions. Est-ce qu'on est prêt à accueillir, première question, plusieurs millions de réfugiés en Europe? Première question. La deuxième question, et c'est celle-là que nous devons nous poser. Ces réfugiés, beaucoup d'entre eux, ont un savoir. Et ce sont des ingénieurs, des médecins, des enseignants, ce sont des hommes et des femmes instruits. Ces pays d'origine, l'Irak, la Syrie, a payé pour les instruire. Et d'un seul coup, on va favoriser une fuite de cerveau. N'oubliez pas les Érythréens, etc. Ils ont droit à l'asile. Je parle de ceux, effectivement. On parlait des chrétiens d'Orient. Je ne fais pas de différence. Ça vaut pour tout le monde. Mais je dis qu'il faut faire très attention. Parce que lorsqu'on accueille des populations éduquées et qu'on les garde sur notre sol, en réalité, on a organiser une fuite des cerveaux, et c'est très grave, parce que lorsque le pays retrouve les conditions de la guerre, ces populations manqueront au développement économique de ces pays. Il faut donc faire très attention, lorsqu'on les accueille, à bien leur dire, et je plaide de la même façon pour les chrétiens d'Orient, que leur place est d'abord et avant tout. On ne peut pas ne pas les accueillir. Ils arrivent sur notre sol. Il faut éviter simplement de le crier haut et fort, en faisant comme on le fait, en proclamant qu'on va faire des quotas, et que ces quotas vont encore s'élargir. Quel message donne-t-on aux millions de réfugiés qui sont aujourd'hui dans ces camps? Bien, vous vivez mal, vous n'avez même pas des chaussures pour vos gamins qui sont dans la neige. Eh bien, venez en Occident et les choses iront mieux. Ce message-là organise des filières de passeurs. Ce message-là fait qu'aujourd'hui, des gens traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Je dis qu'il faut le faire, ne pas le dire. Et je dis surtout qu'il faut aider les réfugiés dans les camps là-bas. Il faut faire en sorte... C'est pas décent que le Liban, 1,5 million de réfugiés, 4 millions d'habitants, soit seul à essayer d'aider ces réfugiés. Les réfugiés manquent de tout. C'est pas décent que la Jordanie, que la Turquie, que l'Irak doivent se débrouiller avec ces déplacés. Il faut sur place débloquer des fonds d'urgence c'est ce que la France avait l'intention de faire, débloquer des fonds d'urgence pour aider ces réfugiés à vivre et à rester sur place. Mais ce que me dit M. Karam, c'est très bien. Il y a juste un petit détail dans tout ça. C'est que ces pays-là, duquel les gens partent, dans les conditions qu'il décrit d'ailleurs très bien, avec ce problème de cette population des déplacés, qui est devenue la première population du Proche-Orient, n'est-ce pas? Hein? Mais ces pays-là, nous ne faisons pas que les regarder pour savoir qui vient de ces pays-là. Nous y faisons la guerre, n'est-ce pas? Nous avons bouleversé profondément certains équilibres avec M. Sarkozy, avec M. Hollande, comme si la politique française était devenue totalement aveugle, n'est-ce pas, internationalement, et qu'elle s'était réellement inféodée aux intérêts d'autres puissances, les États-Unis en premier lieu. Et lorsque donc nous voyons des gens fuir et venir vers nous, il faut savoir qu'ils fuient aussi une situation à laquelle nous avons contribué. Si ça on ne le dit pas, on est dans une forme relative de mensonge. Part de responsabilité qu'on entend Sauf qu'il y en a vraiment marre. Se battre la coupe.
à longueur de temps, Mais parfois, s'accuser de tous les mots. Écoutez, se dire coupable pour la... Attendez, je vous ai écouté. Non, mais attendez, c'est pas se battre la je vous coulpe. ai- Non. Il faut se la battre la coulpe lorsque ça vaut la Je suis peine. prêt à reconnaître. Je l'ai souvent dit. Je suis prêt à reconnaître, et j'ai été de ceux d'ailleurs, et j'ai été heureux en France quand Jacques Chirac a refusé en 2003 de suivre les Américains. J'étais très perplexe sur la Libye. Voilà, Ce très que bien. je veux dire, Donc, vous ce que mettez je la veux coulpe dire, parfois aussi, ce donc. que je veux dire, non, il y a Daesh. Daesh, il faut l'éradiquer. Vous le savez. très Mais bien. on n'est pas en train d'éradiquer, Tant que monsieur le sénateur. on n'aura pas éradiqué Daesh, on aura un les gens du problème. Pentagone disent Il qu'on faut en a donc, pour 20 pardon, ans. Mais il non. faut donc en venir. Mais on n'est pas en train d'éradiquer Attendez. Daesh, arrêtez. Terminez Merci votre de- propos. Oh non, mais Écoutez. on n'est pas en train d'éradiquer Non, Daesh. c'est ce que je vais vous dire. Voilà, je pense donc. que les frappes aériennes peuvent contenir, mais qu'en aucun cas, elles ne pourront Vous êtes pour une venir. intervention au sol? Je suis pour une intervention Avec qui? Avec qui? en Irak. À Avec un moment donné, il faudra un préalable. Il faudra d'abord une solution politique, c'est-à-dire que on ait une politique inclusive, un projet de constitution. La question de la fédéralisation de l'État, enfin de l'Irak, se posera avec la question Sur kurde. Taïwan. Avec Mais qui? il faudra, Avec qui? et bien sûr, avec les forces régionales d'abord. Et Il donc faut pas surtout les pas Américains. reproduire. Il faut pas reproduire les erreurs du passé, parce qu'il faudra d'abord, bien entendu, compter sur des forces arabes. Il faut compter, bien entendu, sur l'Iran. Il faut compter sur d'autres. Voilà. On le sait. Et comme Monsieur Hollande nous avait dit qu'il n'interviendrait jamais en Syrie, il nous a indiqué qu'il allait désormais intervenir. Dans quelques mois, vous verrez. Des frappes On aériennes. nous apprendra. Attendez. Et je pense Je qu'il faut voudrais- traiter la cause. Si nous ne traitons pas la cause, nous aurons du terrorisme, nous aurons des réfugiés. Alors, vous acceptez- La responsabilité politique, elle est là. Et bien sûr, il faut l'émotion. Bien sûr, il faut tendre la main quand il y a des réfugiés. Mais je crois que quand on est des hommes politiques, il faut prendre nos responsabilités. On ne peut pas dire Très que bien. Daesh est un totalitarisme sans ne rien faire. Sinon, ça coûtera encore Attendez, beaucoup j'ai plus une question. cher en vie humaine Jean-François Colissimo, dans Patrick quelques Caram, années. parlons-en. Mais On va d'accord. parler, attendez, on va parler on est des pas très minorités loin. dans un... Jean-François Colissimo. Alors, Cette intervention au sol, parlons-en. Est-ce que vous y croyez? Il faut le dire. Les États-Unis, Barack Obama l'a répété. Ils vont rentrer dans une période, ils sont dans une période électorale. Ils n'iront pas au sol. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui, même si la France est une puissance militaire qui compte par rapport à l'Allemagne, d'aller au sol en Syrie? La prochaine administration américaine ira au sol et nous irons avec elle parce que nous n'avons tout simplement Vous pas savez le qui choix. va gagner déjà? Nous n'avons tout simplement pas le choix. Pourquoi Quand vous regardez Daesh, c'était quoi en juin 2014? C'était 10 000 combattants. Avant la prise de Mossoul, 10 000 combattants limités à la Syrie, c'était un mouvement régionaliste. Après la prise de Mossoul, que nous avons laissé tomber pour ne pas renforcer Al-Maliki, Daesh est devenu un véritable poison mondial. Daesh aujourd'hui, c'est 70 000 à 80 000 combattants. Qu'est-ce que nous attendons pour aller combattre 70 000 à 80 000 combattants? Nous n'avons C'est pas. énorme. Il y a une coalition de 60 pays qui ne sont pas capables de réduire 70 000 personnes. Lorsqu'on a combattu Saddam Hussein, il avait la première guerre du Golfe, 1 million de combattants, 1 million de soldats. Et nous avons battu Saddam Hussein. Nous l'avons battu aussi lors de la deuxième guerre. Il ne fallait pas la faire. Ça a été une erreur totale. Nous payons aujourd'hui le prix de l'incurie américaine. Mais revenons sur Daesh. Quelles sont les conséquences de cette gangrène qui menace Eh ben, tout l'Orient? Eh bien, je on vais les vous voit, le dire, oui. moi. C'est pas simplement la question des migrants et des réfugiés que l'on affronte aujourd'hui. Cette question-là, nous l'avions déjà soulevée. C'est aussi la question de la déstabilisation de toute la zone. Parce que cette déstabilisation se répand. C'est aussi la question des persécutions contre les minorités et contre les chrétiens d'Orient en particulier, qui vont disparaître, faisant disparaître la diversité dans cette région du monde. Et c'est enfin une question qui nous concerne, celle du terrorisme. Ce sont des Français, des milliers de Français qui aujourd'hui subissent la propagande de Daesh et qui basculent. Et cela, il faut qu'à un moment donné, on sache couper Alors, c'est pour le ça. mal à la racine. Ouais, alors moi, Dit-on, j'ajouterais écoutez, quand même juste un volontiers à instant, votre Barisa, liste. attendez, à je vous laisse tout de suite Dans votre répondre. liste, quand même, il faut ajouter, et le problème, que seraient des musulmans totalement isolés qui n'auraient d'autre avez choix raison. que cette conception totalitaire de quelque chose qui n'est pas que Vous l'islam. avez 100% C'est ça raison. aussi De un le des laisser grands risques abandonner à de son la propre région. sort. Il ne faut pas Tout à simplement fait. regarder Vous que les avez raison d'y minorités. insister. La majorité est elle-même menacée d'une forclusion. L'affrontement entre chiites et N'est-ce pas Messieurs, sunnites, attendez s'il vous plaît. etc. Donc la Vous avez question de la raison. stratégie de la France est posée. Il y a, dit-on et lit-on, un sursaut diplomatique et stratégique avec quand même ces frappes aériennes. Barisa Chiari, est-ce qu'il y a eu un déclic même au niveau du Quai d'Orsay? Vous êtes une proche de Laurent Fabius. On sait et on dit que sa stratégie qui a été totalement remise en cause et que finalement François Hollande a suivi, il n'a pas besoin de suivre, mais en tous les cas, plus une ligne pragmatique, celle de Jean-Yves Le Drian. C'est le cas? Écoutez, il y a un principe de réalité qui s'impose
aux ministres comme elle s'impose au président de la République. Mais enfin, je vous rappelle quand même que les Français souhaitaient y aller et que les Américains les ont bloqués à un moment donné, donc il y a eu une position de repli. On a perdu beaucoup de temps et aujourd'hui, eh bien, il y a eu l'annonce de François Hollande de frappe aérienne. Nous verrons ce que ça donne. Moi, je ne me projette pas dans la future élection américaine pour savoir ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, nous avons des problèmes humains à régler. Et là où je ne suis pas d'accord avec Patrick Caram, pourtant nous aimons beaucoup et nous travaillons ensemble sur ces sujets des minorités, c'est quand il dit ces pays vont perdre de la matière grise, etc. Mais le problème, il n'est pas là aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut sauver des vies humaines, des femmes, des enfants, et que là où je pourrais être d'accord avec lui, c'est que ces gens ont vocation à retourner, les chrétiens ont vocation à retourner, parce qu'ils sont chez eux, ils étaient là bien avant les musulmans, ils sont chez eux, il y va de l'identité même de cette zone du Moyen-Orient. S'il n'y a pas de chrétiens, s'il n'y a pas de minorité, on ne peut pas ici vouloir faire l'apologie de la diversité et faire en sorte qu'on laisse tuer des gens, qu'on tue, qu'on détruise des églises. C'est l'identité religieuse, culturelle de cette région. Bien sûr, cette biodiversité est indispensable, mais cela dit, pour revenir quand même à des questions plus fondamentales, la vérité, c'est que pour aller au sol, il n'y a que les Iraniens pour y aller. Pour défendre les chrétiens d'Orient, la seule politique... Non, mais vous savez bien que c'est faux. Si vous permettez, je finis. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite au Yémen. Aujourd'hui, sur les passes d'Aran qui sont sur place, ce ne sont pas les Égyptiens. Mais écoutez, c'est une coalition qu'il faut. Alors, laissez-moi finir. Votre anti-iranisme ne doit pas vous empêcher de... Ah non, absolument pas. Je pense qu'il faut faire en sorte que l'Iran soit avec nous. Alors, donc, l'Iran doit être avec nous de ce combat, comme la Russie d'ailleurs. Il n'y a pas de solution sans l'Iran, il n'y a pas de solution sans la Russie, il n'y a pas de solution sans Bachar el-Assad. Ça, c'est l'évidence. C'était l'évidence il y a 3 ans. Il y a 3 ans, de toutes les personnes qui connaissaient la région. La politique française a été coup sur coup anti-iranienne, anti-russe et anti-régime alawite, Bachar el-Assad ou un autre. Le résultat de notre position... En fait, elle était suiviste. On a suivi les Américains. Non, parfois on a voulu les précéder avec un entrain néoconservateur qui est tout à fait curieux pour le gouvernement de gauche. Zacharie avait évoqué cette idée des frappes punitives. Le seul endroit où il y a encore du néoconservatisme au monde, c'est à l'Élysée aujourd'hui, donc peut-être et au Quai d'Orsay. Donc tout ça est quand même très curieux, et la France ne joue pas son rôle. Et c'est parce qu'elle ne joue pas son rôle qu'elle ne sait pas quoi faire aujourd'hui par rapport aux migrants. C'est la même schizophrénie. Il parle droite et gauche, je pense. Non, mais oui. Je voudrais ajouter, et voyez, je suis favorable, le moment venu, à une frappe au sol. Parce que on ne pourra pas régler le problème de Daesh sans ça. Simplement, l'histoire nous a appris que les guerres en elles-mêmes ne sont pas des solutions. Il faut qu'elles soient précédées et accompagnées de solutions politiques. Ça signifie que si demain, l'Irak n'a pas une constitution qui reconnaît, qui donne les mêmes droits à tous les citoyens. Une constitution qui ne fait pas prévaloir une religion plutôt qu'une autre. Par ailleurs, que les chiites se réconcilient avec les sunnites, il ne pourra pas y avoir de gestion du jour d'après. Ce que les interventions récentes... Combien il y a de si à ce que cette... Oui, mais c'est difficile, non, mais bien sûr. On va pas attendre... J'ai jamais dit que c'était facile. Je veux qu'on parle aussi quand même des chrétiens d'Orient. Simplement, il faut faire les deux en même temps. Oui, c'est votre sujet, vous êtes venu pour cela. Juste un mot, on ne va pas attendre. On va pas attendre, en fait, que les Irakiens s'entendent entre eux pour intervenir. Il faut intervenir et, dans le même temps, imposer des solutions politiques. Ça, c'est votre avis. Pour le moment, la France, via son président, a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Eh bien, nous verrons par la suite. Nous verrons, on en reparlera obligés de faire cette guerre parce que nous n'avons pas le choix. Je l'ai expliqué pourquoi. Je voudrais qu'on parle des chrétiens d'Orient, des minorités, celles qui sont persécutées du fait de leur religion. C'est le cas notamment de ces chrétiens d'Orient, mais pas seulement. Vous nous expliquerez qu'il y a d'autres minorités. Et on va s'attarder sur Sarcelles. C'est la ville qui accueille aujourd'hui le plus de chrétiens d'Orient en France. Et ce sont, vous allez le voir, des familles, souvent nombreuses, fuyant les persécutions du groupe État islamique. Alors qu'on parle d'organisation pour accueillir les réfugiés dans cette commune, vous allez le voir, c'est déjà effectif depuis longtemps. C'est un reportage de Jérôme Rabier. L'église Saint-Thomas apôtre est la plus grande paroisse chaldéenne d'Europe. Ici, la messe est en araméen, la langue de Jésus, et c'est tout naturellement que la communauté a mis en place l'accueil des chrétiens d'Orient, en majorité des familles irakiennes ayant fui le pays après la chute de Mossoul il y a 1 an. Le rez-de-chaussée de l'église sert désormais de bureau d'aide pour les réfugiés et la tâche est immense. On a accueilli ici seulement à Sarcelles à peu près 50 et 55 familles qui sont arrivées à Sarcelles. Mais il y a plusieurs qui attendent encore. On a fait des dossiers, ça commence ici par demande de visa. Plus de 200 personnes accueillies et des dizaines d'autres en attente et autant de démarches à faire avec comme priorité le logement.
Ça, c'est le dossier d'arrivée ici en France. Ça, c'est les dossiers qui sont logés, qui ont trouvé du logement. Il y a des qui sont encore en attente. Il y a qui ils ont trouvé de logement chez famille d'accueil au hors de Sarcelles. Famille d'accueil, mais aussi pouvoir public, puisque la ville de Sarcelles a mis à disposition des logements et les accompagne dans leur démarche. On a reçu ces familles, on a géré avec l'administration territoriale de l'État le problème des papiers et puis on a mis en place un système pour qu'ils puissent avoir des logements. Voilà, donc on a maintenant 1 an d'expérience où on accueille ces familles, on s'en occupe, on les regroupe et on essaye de régler au fur et à mesure de leurs demandes les problèmes qui sont les leurs. Une année d'expérience qui montre la voie pour d'autres villes qui seront amenées à accueillir des réfugiés pour offrir une nouvelle vie à ces hommes et femmes ayant fui la guerre et ses atrocités. Voilà pour l'exemple de Sarcelles, mais au-delà de Sarcelles, Bruno Retailleau, on va parler dans un instant de ce sommet international qui a eu lieu aujourd'hui à Paris et des mesures annoncées. Il y a une polémique en ce moment sur l'accueil privilégié des chrétiens d'Orient en Europe. Jean-Pierre Raffarin a dit sur notre antenne qu'il comprenait les élus qui privilégient ces réfugiés. Le gouvernement de son côté parle lui de discrimination. Quelle est votre position ? C'est chaque maire qui doit voir. Moi, je pense qu'on a des gens qui sont des réfugiés, qui sont des persécutés. On ne va pas demander l'acte de baptême à tel ou tel. Il y a une réalité aussi, c'est qu'on sait très bien que quand on partage des racines qui sont les mêmes, une culture, c'est sans doute plus facile pour l'intégration. Mais très franchement, je ne me vois pas faire le tri lorsqu'il s'agit de persécuter, évidemment. Et je pense que beaucoup de maires que je connais sont sur cette ligne-là. C'est tout. Simplement, ce que je ne veux pas, c'est qu'on stigmatise les maires. Il y a des maires qui peuvent accueillir, il y a des maires où c'est beaucoup plus difficile d'accueillir. Voilà, il faut je crois que, encore une fois, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau national. On doit établir des règles, il y a une politique, etc. Ensuite, il y a les maires. Bon, bah, les maires, je vais vous dire, ils ont tellement de soucis. Beaucoup vont faire des efforts. Il faut aussi que l'État puisse les aider. C'est évident. Est-ce qu'il y a des postures politiques ? Mais vous savez, dans tous les problèmes, il y a des postures politiques. Mais ce que je pense, moi, c'est que distinguons quand on est aux affaires ou dans l'opposition, il y a l'émotion. On doit avoir le cœur tendre. On doit rester avec l'esprit froid et traiter les causes. Il faut à la fois, les conséquences, elles sont là, il faut les traiter. Mais si on ne traite pas les causes, ce sera demain d'énormes problèmes de terrorisme et autres. Donc, sur ce point, vous rejoignez oui, je suis très heureuse d'entendre Bruno Retailleau dire ce qu'il vient de dire. Moi, je pense que je pourrais comprendre un maire qui dit « je ne peux pas accueillir ». Oui, c'est ce que je disais. Voilà, oui. autant, et je peux comprendre ça, pour des raisons X ou Y, il ne peut pas accueillir. Mais là où je ne peux pas comprendre, c'est quand on dit préférence chrétienne. Je ne peux pas l'entendre parce que ça me fait penser à préférence nationale. Ça voudrait dire qu'il y a une lupénisation des esprits dans notre pays qui s'aggrave de plus en plus. Ce matin, nous entendions, bien sûr, c'était pour les chrétiens d'Orient et les minorités. Mais beaucoup d'intervenants ce matin ont évoqué la question des majorités. Et beaucoup d'intervenants, des chefs de délégation ont dit attention, ce sont les musulmans, les victimes les plus importantes sont les musulmans. Donc dans le lot, dans tout ce qui va arriver, il y aura évidemment des musulmans, il va y avoir des chrétiens, il va y avoir des yézidis, il va y avoir des gens... Mais vous comprenez que parmi l'opinion publique française, on se pose aussi des questions, qu'il peut y avoir une certaine angoisse par rapport à cet afflux et qu'il faudra répondre à certaines questions à un moment donné. Ça veut dire qu'on ne sait pas faire appel à ce qu'il y a de meilleur chez nos compatriotes. Moi, je suis un peu inquiet de la manière dont on voit tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Donc, si on veut accueillir des chrétiens d'Orient, parce qu'on veut faire du white power, qu'on veut être entre chrétiens, etc., c'est oublier que, évidemment, ces chrétiens-là sont des orientaux. Ils sont arabes, ils en d'ailleurs. sont pas tous. Il y a des Turcs. Les Arméniens, Ils sont là plus de 1000 ans. Non, mais bon, donc, viennent ils sont dans un rapport symbiotique avec la culture musulmane et la culture arabe, souvent beaucoup plus forte, cette relation, qu'avec la culture occidentale. Ça, c'est un point. Mais d'un autre côté, ne pas vouloir comprendre qu'ils souffrent très particulièrement en ce moment parce qu'ils sont chrétiens et que le mot nous ferait mal à la bouche parce que nous sommes nous-mêmes d'une culture de provenance chrétienne à travers l'histoire, c'est aussi une erreur dramatique. Donc moi, je ne suis pas du tout pour une espèce, entre guillemets, de nazification du chrétien d'Orient. Ils souffrent assez comme ça, on ne va pas leur mettre ça par-dessus. Mais c'est pas non plus aussi parce qu'ils sont chrétiens qu'ils souffriraient moins qu'ils ne souffrent en réalité. Et eux, les yézidis, etc., c'est très simple. En fait, à part, maintenant il y a eu quelques articles sur quelques milices chrétiennes un peu bizarroïdes et tout à fait improvisées. Mais il faut savoir qu'à part le Liban, qui est une exception, tous les chrétiens
au Proche-Orient souffrent parce qu'ils n'ont pas de protection internationale le thème de et ce parce sommet parce qu'ils sont désarmés. Donc, aider les plus désarmés, ce n'est pas du tout faire du mal, alors qu'effectivement, on n'exerce pas une espèce de préférence débile. Un mot pour vous donner, un mot pour rebondir sur ce que vous dites et vous donnez quelque part raison. Depuis quand accueille-t-on prioritairement les chrétiens d'Orient en France? Ça se saurait si c'était le cas. Est-ce que vous savez que le dispositif que Laurent Fabius sur les Irakiens a remis, c'était le dispositif qui avait été créé par Nicolas Sarkozy, Laurent Fabius l'a refait vivre il y a à peu près un an. Est-ce que vous savez combien de chrétiens ont été accueillis en une année? Dites-nous. Moins de 1900 chrétiens. 1900 chrétiens. Oui. S'agissant de ce flot de réfugiés qui arrivent, quelle est la proportion de chrétiens ou de yézidis? Quasiment infinitésimale. Pourquoi? Parce qu'ils auront du mal à partir de là-bas. Parce que là-bas, les réseaux mafieux sont plus complexes que ce qu'on peut penser. Moi, je veux dire juste un mot sur cette question-là pour sortir des débats sur les chrétiens, pas de chrétiens, trop de chrétiens, etc. Je veux simplement dire que nous devons bien sûr faire preuve d'humanité. Nous devons, vis-à-vis de ces personnes en souffrance qui arrivent sur notre sol, effectivement tout faire pour les aider. Mais nous devons nous garder de les traiter différemment. Parce que les chrétiens d'Orient sont plus proches des musulmans en Orient que non occidental. C'est pas la religion qui nous rapproche. L'identité, la culture, les référents, la langue. Et tout le passé, toute l'histoire, eh bien, c'est le même univers. Évidemment. Ils se ressemblent. Et c'est pour ça qu'il faut dire ici, et je pense qu'on sera d'accord, que la question, nous protégeons nos musulmans. Nous protégeons, je crois, 300 à 500 mosquées. Nous les gardons pour éviter qu'il y ait des actes malveillants. La France s'occupe de ses musulmans. Elle ne reçoit pas de leçons de pays musulmans quant au traitement de nos musulmans. Eh bien, nous demandons aux pays arabes de protéger leurs chrétiens. C'est d'abord leur affaire. C'est l'affaire des pays arabes que de s'occuper de la survie de leurs derniers chrétiens. Et vous avez raison, Monsieur Colosimo, ils sont dans une situation particulière. Il y a 50 ans, ils représentaient entre 15 et 20% des populations. Ils ne sont plus que 3% aujourd'hui. Ils sont dans une situation particulière. Pourquoi? Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas de territoire refuge. Ils n'ont pas non plus de partis politiques à part le Liban, et ils n'ont pas de protecteurs internationaux, parce que la vérité, elle est là. L'Occident défend volontiers les Kurdes. Les Iraniens sont avec les chiites, et quant aux États sunnites, le Golfe en particulier, ils soutiennent à bout de bras les sunnites. Qui défend les chrétiens d'Orient? Ni les pays arabes, ni l'Occident, parce que nous avons ce problème de considérer que un peu la Russie qui l'utilise, mais utilise la question orthodoxe. Vous avez raison. Et effectivement, c'est devenu une antienne de la politique. Mais elle le fait. Voilà pourquoi, Bruno Retailleau, vous dites qu'il doit y avoir... il ne s'agit pas du tout de préférence, mais une vigilance accrue par rapport à ces chrétiens d'Orient. C'est une double peine, ce qui se passe par rapport à eux. Mais bien sûr qu'il faut les aider. Évidemment, il ne faut pas avoir peur, parce que ça, c'est très français. Il y a un côté très laïcard, intégriste, où c'est M. Colosimo qui disait, si voilà, dès qu'on parle de chrétiens, ça nous arrache la langue. Non, il y a une situation, Patrick Karam vient de la décrire, et il faut qu'on leur tende la main. Vous savez que c'est d'ailleurs dans notre diplomatie, depuis des siècles, et depuis la République, et depuis tous les gouvernements de droite et de gauche, une constance, cette espèce de protection un peu spéciale vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Au-delà des mots, si on voit les mesures concrètes de ce sommet, je n'ose même pas citer le montant, l'enveloppe qui est débloquée, Barry Zacharie, tellement elle est faible pour ces chrétiens d'Orient. Il y a ces mots, il y a cet engagement, on parle avec le cœur, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour eux? Ah, quand même, il y a 25 millions d'euros. 10 plus 15, 25 millions d'euros qui ont été débloqués. C'est un début, c'est une première étape. Un début, oui. Écoutez, ce qui est important, c'est pas tant les moyens financiers qui sont mis en œuvre, c'est la prise de conscience. Le fait que Laurent Fabius ait réussi cette conférence internationale, puisqu'il l'a demandé quand nous étions, quand nous présidions le Conseil de sécurité, qu'il ait réussi à l'obtenir, que ça se passe en France. Réussir une réunion, c'est bien. Mais réussir une réunion, c'est bien. Et ce qui est surtout bien, c'est que, enfin, bien ou pas bien, j'en sais rien, que ça rentre en résonance avec toute la question des réfugiés actuellement et la cristallisation qui s'est produite à la suite de ce petit enfant qui est mort sur la plage. Alors, moi, j'ai plaisir à rappeler quand même, quand on parle des chrétiens d'Orient et quand on demande aux pays musulmans d'accueillir les chrétiens d'Orient ou de défendre les chrétiens d'Orient, je veux quand même rappeler qu'il y a quand même quelques siècles, quelques décennies, c'est un musulman, l'émir Abdelkader, qui a sauvé des milliers de chrétiens de Damas. Absolument. Et moi, je me retrouve dans cet héritage
Et c'est la raison pour laquelle le sort des chrétiens d'Orient et des minorités. Mais Barisa, dans de nombreux pays arabes, les chrétiens d'Orient n'ont pas été protégés par leurs États. Malheureusement, parce que souvent, il y a eu une conception qui n'a pas été une conception peut-être occidentale, mais tout simplement égalitaire des droits en Égypte, les Coptes d'Égypte sont une priorité pour le président Sissi. Il ne s'agit pas de l'islam. C'est un cas particulier. Historiquement, c'est pas du tout ça. Historiquement, je parle de l'actualité. Les chrétiens, non mais historiquement, les chrétiens ont participé au renouveau total de l'arabité, n'est-ce pas? Et en fait, ce sont eux qui ont promu. D'ailleurs, les chrétiens en Orient. Je suis totalement d'accord avec vous. Non, mais c'est pour ça. Non, mais juste pour faire l'action en Égypte, mais relisez l'intervention du général Al-Sisi du mois de décembre. Mais Al-Sisi est dans une guerre contre les frères musulmans. Les chrétiens restent otages, même avec Al-Sisi. Les chrétiens sont otages avec Al-Sisi parce que les chrétiens coptes sont en fait pour lui le gage d'une Égypte diverse. Pour l'instant, on va voir qu'elle va de la politique. Au dernier quart. Mais il vaut mieux. Les chrétiens sont que les frères musulmans. Non, mais bien sûr, les chrétiens sont otages. Non, on va en parler, c'est très important. Les chrétiens sont otages de mères de droite qui ne veulent recevoir que les chrétiens. Attendez, Jean-François Coppi, Patrick Caram, s'il vous plaît. Sur cette conférence et sur les 35 millions, les 25 millions d'euros. Attendez, les 25 millions d'euros. Attendez, s'il vous plaît, pardon, messieurs. les 25 millions d'euros débloqués dans ce fonds. Alors, quel est l'intitulé de ce fonds? Il faut être attentif. Ce fonds, c'est le fonds pour les victimes des violences ethniques et religieuses. Vous avez bien entendu, on a débloqué de l'argent pour une partie des victimes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ira dans des camps vérifier quelles sont les bons victimes, ceux qui relèvent des minorités, et les autres, ça n'a pas de sens. Les autres, on leur promet quoi? On leur promet l'Occident, la mer de la Méditerranée et l'exil, et on va seulement aider à rester sur place les minorités, ça n'a pas de sens. Une vraie mesure, je salue quand même l'engagement de Laurent Fabius, il a réussi une performance, et Barisa Chiari a raison, ce qui l'engage aujourd'hui, c'est une graine qui est en train de germer, mais elle est complètement insuffisante, il faut qu'elle germe. Par contre, ce qui aurait été souhaitable, c'est qu'il convoque une conférence de donateurs pour justement mobiliser de l'argent pour aider tous les réfugiés à rester. C'est une demande que nous faisons depuis longtemps, tous les réfugiés, à rester dans la zone. Voilà la solution. Une minute, je voudrais conclure par un tour de table. On a beaucoup parlé de l'Europe, de la France, de l'Allemagne. On a esquissé un petit peu les pays arabes. Bruno Retailleau, il y a eu la Turquie qui a participé à ce sommet. Et Patrick Caram, vous avez été très dur sur la Turquie. Vous avez dit jeu double et trouble, justement. Est-ce qu'il faut aujourd'hui s'asseoir à la table de tous ces acteurs qui sont des acteurs clés? Est-ce que, comme l'a dit Barisa Chiari et François Hollande, surtout lors de sa conférence de presse, oui, il va y avoir des nouveaux acteurs à la table avec la France, la Russie, l'Iran, etc. C'est une nécessité aujourd'hui? Bien sûr, c'est une nécessité. J'ai sur la Turquie, évidemment, un jugement qui est difficile. Et quand ce matin, nous avons entendu le nouveau ministre des Affaires étrangères turc, je peux vous assurer que ces mots ont résonné en moi comme un double langage, parce qu'on voit bien la situation ambiguë de la Turquie. Souvenez-vous de Kobané et désormais la Turquie qui finalement profite de la guerre à Daesh finalement pour faire la guerre aux Kurdes. Simplement ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de solution ni militaire ni politique si l'ensemble des grandes puissances régionales, et la Turquie en fait partie, n'est pas autour de la table. C'est une évidence. Monsieur Colosimo l'a dit. Un double mot, pardon. D'abord, pourquoi les pays arabes du Golfe ne reçoivent pas des réfugiés musulmans? Pourquoi les musulmans? C'est une vraie question, on l'a souvent posée ici aux 22h. Et aussi les pays du Maghreb. Deuxième question sur la Turquie. Le double jeu de la Turquie aujourd'hui, le double jeu, c'est un jeu contre l'Occident. Et il faut en avoir conscience et mettre les pendules à l'heure avec ce pays. Merci d'avoir participé à ce débat. Barisa Chiari, Jean-François Colosimo, Bruno Retailleau et Patrick Caram. C'était un plaisir de vous recevoir. On arrive à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est votre émission politique. Preuve par 3, l'invité, c'est l'ancien Premier ministre et sénateur Les Républicains, Jean-Pierre Raffarin. Je vous dis à demain. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.